Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de l'après-midi. Tout de suite, voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui une commission mixte du mécanisme de l'IGAD pour la résolution du conflit au Sud-Soudan. Et une importante table ronde sur le climat et le développement a eu lieu donc aujourd'hui, présidée par le ministre de l'économie et des finances. Aux États-Unis, un homme et une femme parmi les 2753 victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont été identifiés grâce à leur ADN. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République reçoit une délégation de 2 mécanismes de l'IGAD. Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a reçu ce matin au Palais de la République une commission mixte de 2 mécanismes de l'IGAD pour la suivi et la mise en œuvre de l'accord pour la résolution du conflit au Sud-Soudan. Cette audience entre le président et ses délégations de l'IGAD est la première prise d'entretien depuis la nomination du chef de l'État au statut du président en exercice de l'IGAD. L'entretien a servi de cadre à l'évocation de la situation du Soudan du Sud, notamment les progrès enregistrés depuis la mise en œuvre de l'accord pour la résolution du conflit au Sud-Soudan. Eh bien, au cours de cet entretien, le chef de la commission a souligné les efforts et les rôles de cette commission mixte qui vise spécifiquement à suivre et à mettre en œuvre l'accord de résolution du conflit au Sud-Soudan qui a connu de nombreuses années de conflits armés et des troubles. Donc, il est important de souligner la création de 2 mécanismes de suivi et d'évaluation de l'IGAD sur la mise en œuvre de l'accord signé en 2018 pour résoudre le conflit au Sud-Soudan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le chargé d'affaires de l'ambassade de Djibouti au Sud-Soudan, Hassan Rable Mahmoud, et la conseillère diplomatique du président de la République, Fathi Jama Oudin, ont pris part à cet entretien. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, a présidé aujourd'hui une importante table ronde sur le climat et le développement à l'hôtel Palace Kempinski. L'événement a été rehaussé par la présence des membres du gouvernement et une délégation de la Banque mondiale dirigée par Mme Fatou Fall, représentante résidente, et Mme Meskerem Birhan, directrice régionale du développement durable. Objectif, discuter de l'élaboration conjointe d'un rapport national sur le climat et le développement à Djibouti. Cet outil novateur introduit en 2021 par la Banque mondiale vise à intégrer les enjeux du climat dans le processus de développement national. Ce rapport a pour objectif d'identifier des solutions pour atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il fournira des recommandations cruciales en matière de politique et d'investissement prioritaires pour le gouvernement djiboutien, tout en encourageant la mobilisation de ressources financières et l'engagement du secteur privé. La demande d'analyse de l'impact du changement climatique à Djibouti de la vulnérabilité de l'économie nationale à celui-ci émane du gouvernement djiboutien lui-même, démontrant ainsi son engagement envers la lutte contre le changement climatique. On aime très souvent que nous prévoyons de réaliser cette année a pour ambition d'identifier les moyens permettant d'atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport fournira aux autorités de Djibouti et aux différents acteurs du développement des recommandations essentielles en matière de politique et d'investissement public prioritaires tout en soutenant la mobilisation des ressources financières et l'engagement du secteur privé. Écoutons à présent le mot de la directrice régionale sur le développement durable à la Banque mondiale. Vous le savez, le changement climatique touche à tous les aspects de développement et ça requiert la participation de toutes les instances gouvernementales pour adresser ces impacts. Et je dirais aussi non seulement les acteurs gouvernementaux, mais aussi la société civile, les universitaires, etc. Donc ça demande vraiment une réponse de la société entière. En anglais, on appelle ça whole of society approach.
Mais souvent, on remarque qu'en fait, le changement climatique est relégué à un seul ministère. Souvent, ça peut être le ministère de l'Environnement ou bien le ministère de l'Énergie. Mais on sait qu'on verra aussi par la présentation de nos équipes, les impacts climatiques touchent en fait à tous les aspects de développement. Donc, un programme efficace d'adaptation et d'atténuation des risques doivent être élaborés en tant que d'une manière participative qui, en fait, rassemble tous les enjeux ensemble. Donc, l'aspect participatif est extrêmement important. Donc, c'est pour cette raison que je suis très heureuse de voir cette grande salle remplie de tous les acteurs qu'on voit ici à Djibouti. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation et l'équipe certainement compte beaucoup sur la participation qu'on lance aujourd'hui, mais que vous allez continuer avec vous sur cet engagement. Le rapport sur le climat de développement, ou bien, enfin, tu viens de le dire, le CCDR, ont été lancés par la Banque mondiale à l'année 2021 comme un de nos rapports clés. Il se base sur l'approche de joindre les objectifs de développement aux questions de changement climatique et se réalise à travers un processus de concentration approfondi. Donc, je souligne vraiment l'importance de joindre les différents acteurs. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyes Mousadoali. Ces dernières années a connu des sécheresses longues, a connu également des précipitations violentes, aux conséquences extrêmement importantes, quasiment sur tout. Mais Djibouti connaît une situation extrêmement difficile de façon structurelle depuis de très longues décennies. Le flux de la population de la brousse vers la ville a été constante. Cette migration, elle était entre autres liée aux phénomènes climatiques et aux sécheresses répétées vécues par nos populations. Djibouti a vécu des difficultés durant ces dernières années liées à la migration régionale, elle-même conséquence du phénomène climatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'impact négatif sur nos infrastructures sociales. C'est un secret pour personne. Le budget de l'État, de plus en plus important pour assurer la solidarité, que ce soit pour nos compatriotes, mais également pour les migrants et les réfugiés qui sont avec nous à Djibouti. Djibouti dépense beaucoup de ressources sur le sujet, notamment de la santé, mais également, plus généralement, de solidarité et sociale. Tout à l'heure, en discutant un peu informellement, j'étais en train de dire qu'on peut aisément indiquer que plus de 50% de notre budget de la santé est consommé par des non-djiboutiens. Plus de 50% du budget de la santé est consommé par des non-djiboutiens. C'est cette responsabilité que Djibouti a vis-à-vis des personnes qui ont un statut officiel ou non officiel. On a souvent tendance à parler des réfugiés par rapport au conflit, c'est un fait. Mais nous avons des réfugiés climatiques beaucoup plus importants avec des conséquences multidimensionnelles. Il y a autre chose beaucoup plus importante qu'on ne le signale pas souvent. Quasiment, pour ne pas dire 100% du PIB de Djibouti, je serais tenté de réduire ces chiffres à 95% du PIB,
se trouve sur un rayon de moins de 10 km et se trouve face aux risques climatiques et ses conséquences. À l'instar du reste du monde, notre pays a célébré aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation. L'événement a eu lieu à la salle de conférence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. La cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale de l'UNFD ainsi que les membres du gouvernement, respectivement la ministre du numérique, la ministre de la jeunesse et de la culture, le ministre de l'agriculture, la ministre des affaires sociales et des solidarités, la ministre de la femme et de la famille et le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Célébré le 8 septembre de chaque année, le thème retenu par l'UNESCO est à promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques. Cette commémoration est l'occasion de souligner le rôle essentiel que l'alphabétisation et l'apprentissage du calcul jouent dans l'édification des sociétés plus pacifiques, plus justes et plus durables. C'est pourquoi il est à rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Donc, célébré le 8 septembre de chaque année, cette journée a été célébrée donc, à la salle de réunion de conférence de l'UNFD avec la participation de tous les membres du gouvernement, les membres du Parlement. Et en fin de cérémonie, vous le voyez à l'image, les officiels ont remis aux participants donc à cette aux participants donc de cette formation les certificats de remise, donc remis les certificats de fin de formation donc à tous les stagiaires donc qui ont participé qui participent au quotidien à toutes les formations de l'UNFD. Écoutons le mot du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Je considère qu'une personne éduquée, une personne alphabétisée, c'est la porte d'entrée pour toute formation professionnelle ou formation générale. Je voudrais dire pourquoi mon département intervient au niveau de deux projets importants. Pourquoi il y a une composante alphabétisation? Parce que la réalité nous a démontré que dans le monde rural, dans les régions de l'intérieur, tout ce qui bouge au niveau national, au niveau rural, est l'œuvre des femmes principalement. Les hommes errent dans les villages, mais lorsqu'on fait des tournées dans les régions de l'intérieur, nous trouvons toujours des femmes actives à côté des ouvriers en train de cultiver, de s'aimer, de moissonner, et c'est pour cela que nous avons accordé une attention particulière. Je voudrais ici remercier messieurs et madame les ministres, messieurs et madame les parlementaires, messieurs et madame les députés, madame la secrétaire générale, excusez-moi, ici présente, qui nous a bien accueillis et qui a dans son cœur le programme national d'alphabétisation. Je voudrais aussi dire, compte tenu de son engagement ferme, Madame la présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd, qui au cours de sa carrière professionnelle est réalisée avec brio, qui a dans le sang
je ne dirais pas dans le sang, mais pas dans l'ADN, mais dans l'épigénétique. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a indiqué que l'alphabétisation relève de la dignité et des droits humains, constitue un des piliers fondamentaux du capital humain et demeure un atout majeur pour un développement durable et équitable du pays. Que de revenir au sein de cette institution, l'UNFD, au lieu de promotion de l'expression et de la défense de nos valeurs féminines et nationales. C'est la raison pour laquelle je suis une fois encore fière d'être et honorée d'être ici à vos côtés et prendre parole en cette journée de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation des adultes, dont le thème retenu cette année est promouvoir l'alphabétisation pour un monde de transition, bâtir la fondation des sociétés durables et pacifiques. Aussi, je voudrais à cette occasion rendre un hommage appuyé à Madame la Première Dame et Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour son engagement ferme et son combat inlassable contre l'illettrisme et sa détermination inébranlable pour la promotion de l'alphabétisation des femmes. Je saisis également donc cette occasion pour renouveler mes remerciements et félicitations à l'ensemble des femmes engagées au quotidien pour la promotion et la défense de nos valeurs, et particulièrement à l'UNFD pour le travail remarquable en faveur des femmes en créant un environnement favorable pour l'éducation des femmes adultes, en renforçant réellement leur capacité et assurer ainsi leur autonomisation. Je cite la Première Dame dans sa phrase la plus célèbre de dire « Quand la femme est active, la pauvreté est passive ». D'où l'engagement du ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour que la femme puisse avoir en main, comme je le disais tantôt dans le reportage, prendre en main sa destinée, prendre en main sa situation et la développer et la rehausser. Le défi de l'alphabétisation demeure l'affaire de tous et un enjeu majeur de développement pour notre pays. Raison pour laquelle je voudrais adresser un vibrant hommage au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, au ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que maintenant récemment au ministère de l'Agriculture et des Ressources halieutiques pour toutes les contributions que nous faisons pour atteindre un objectif commun, un objectif fixé dans la feuille de route du président de la République et aussi en tant que priorité pour la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Permettez-moi de conclure ainsi. Permettez-moi également de conclure ainsi et de remercier également nos différents partenaires et notamment tout récemment la Banque mondiale. Je conclurai avec une phrase de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. L'alphabétisation est un pont entre la misère et l'espoir. Merci. Et il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Écoutons le mot à présent du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, lors de cette journée marquant la journée donc internationale de l'alphabétisation. L'honneur m'est offerte une fois de plus pour prendre la parole devant cette auguste assemblée pour célébrer avec vous la journée internationale de l'alphabétisation. L'alphabétisation, comme tout processus d'apprentissage, requiert du temps, de l'énergie, des moyens et des matériels. De plus, l'alphabétisation ne rassemble pas des enfants plus ou moins contraints de se mettre en rang à la sonnerie, mais des adultes qui, comme vous et moi, ont également des responsabilités sociales et familiales. Il va donc de soi que l'organisation, l'UNFD, qui depuis presque maintenant 46 ans s'investit sans relâche dans la lutte contre l'analphabétisme, mérite d'être félicitée. Et à sa tête, bien sûr, la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Non seulement félicitée, mais soutenue, accompagnée dans le combat éminemment social et économique qu'elle mène.
C'est la raison pour laquelle mon département, en 1918, inscrit son nom en tête des institutions publiques qui apportent leur contribution à cette cause nationale, qui est bien sûr la lutte contre le fléau de l'analphabétisme. La mise à disposition des structures scolaires, des personnels d'encadrement et des formations, l'aide à l'édition, des supports d'apprentissage, tout soit l'essentiel, c'est, j'estime, et j'ai l'estime conviction que nous devrions faire encore plus. Et nous le ferons, Inch'Allah. Notre vieux adage, bar, amba, baro, c'est un legs culturel, plein d'enseignements. Et nous devrions souvent nous remémorer cela pour bâtir un avenir meilleur. Comme le souligne d'ailleurs le thème choisi par l'UNESCO cette année, cette commémoration, promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques. Construisons alors le socle sur lequel repose l'existence et la paix de notre société. En effet, il est rare et quasi inexistant de voir de la part le monde, une société majoritairement éduquée, dont le pays sombre, bien sûr, dans la pauvreté. Il est donc bien réel qu'il existe une corrélation étroite entre le niveau d'éducation générale et le développement économique. Plus nous investirons, Inch'Allah, à réduire l'ignorance, mieux se portera notre société. En plus, les différentes approches dans la lutte contre l'analphabétisme se diversifient aujourd'hui et la gestion de l'alphabétisation devrait, comme certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure, d'adopter des stratégies d'apprentissage et de support différents. Le numérique, le cours à distance, à travers les médias, la radio, sont bien sûr des supports possibles sur lesquels on peut s'appuyer. Donc l'alphabétisation est l'affaire de tous et devait être considérée comme telle. Hier, en fin d'après-midi, au Kempinski Palace, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, en compagnie du président des autorités des ports et des zones franches, a tenu une conférence de presse d'envergure. Cette conférence avait pour objectif de discuter en détail de la politique énergétique de Djibouti ainsi que de la vision globale de notre pays dans ce domaine. Elle a également marqué un moment important dans cette trajectoire, à savoir l'inauguration du parc éolien au Goubet. Au cours de cette conférence, ces deux figures clés, le ministre de l'Énergie et le président des autorités des ports et des zones franches, ont partagé leurs perspectives sur le chemin parcouru jusqu'à présent et sur les futurs développements prévus pour ce parc éolien. Face à un public composé d'experts, de membres du gouvernement, de journalistes nationaux et internationaux, ils ont présenté un tableau qui illustre de manière concrète la vision énergétique de Djibouti. Et c'est le souhait du président de la République. Aujourd'hui, les grids, le réseau de la République de Djibouti n'est pas interconnecté dans le pays. Nous sommes au Goubet, c'est au milieu du pays. Et l'objectif du gouvernement de Djibouti, c'est d'interconnecter les pays du sud au nord. Et nous avons demandé à nos amis d'Africa Finance Corporation de nous aider avec ces projets d'extension, mais de aussi faire les grids, le réseau d'interconnexion vers le nord. Vers le nord, lorsque j'ai dit de prendre de la ligne de Goubet à Tadjoura, Obok et Obok à Rassian. Pourquoi le nord des pays? Parce que nous voulons développer le nord des pays et le nord est une zone touristique. Donc nous voulons développer cette zone touristique du nord du pays avec les réseaux. Bien qu'aujourd'hui c'est 45 MW, nous pourrons aussi à l'avenir ajouter aussi d'autres projets d'énergie renouvelable pour pouvoir desservir le nord, mais aussi donner aux Djiboutiens cette production tant demandée. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, a reçu en visite de courtoisie ce matin à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan de l'armée djiboutienne, le président du mécanisme de contrôle et de vérification du cessez-le-feu et des arrangements transitoires de sécurité au Sud-Soudan.
Le général de division Haïlou Ganfa Edossa des forces de défense nationale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La commission de surveillance et de vérification conjointe pour le Soudan du Sud a été créée pour surveiller et vérifier la mise en œuvre de l'accord sur la résolution du conflit au Sud-Soudan pour les parties signataires et les groupes armés. Image qu'on aura dans nos prochaines éditions. Et ce séisme au Maroc, course contre la montre pour trouver des survivants. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent ce lundi une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri dont les maisons ont été rasées. Plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2100 morts, le Maroc a annoncé hier dans la soirée avoir répondu favorablement à ce stade aux offres de 4 pays d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces équipes sont entrées en contact avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner leurs efforts. C'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'Espagne a affirmé avoir déjà envoyé au Maroc 86 secouristes accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche de victimes, tandis qu'un vol humanitaire qatari a décollé hier soir de la base aérienne d'Al-Udeid dans la banlieue de Doha. Selon un journaliste donc de l'AFP, d'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les besoins devaient évoluer, a ajouté le ministère. Suite donc à ces tremblements de terre dévastateurs qui a frappé le royaume du Maroc, les étudiants djiboutiens actuellement dans diverses villes marocaines ont exprimé qu'ils étaient en bonne santé et en sécurité. Dans des déclarations audio à la RTD, ils ont salué les efforts déployés par l'ambassade de Djibouti au Maroc. Je me présente Ibrahim Khalil Mohamed Ahmed, secrétaire général de l'ASM. Tout d'abord, nous souhaitions rassurer nos familles et nos proches sur l'état actuel des choses, particulièrement à Casablanca, et les prévenir que, malgré les secousses qu'on a pu subir, nous ne déplorons aucun dégât, alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Je me présente, je me nomme Khalid Mohamed Jama, je suis le président de l'association des étudiants et stagiaires djiboutiens au Maroc. Chers parents et familles des étudiants, élèves et stagiaires djiboutiens au Maroc, nous tenons à vous informer. Dans la nuit du vendredi 08-09-2023, vers 23h heure locale, des tremblements de terre se sont produits depuis plusieurs villes du Maroc, notamment Al-Hawaz, Ouarzazate, Marrakech, Casablanca, Stade, Rabat, Mohamedia, Kinetra. Dans ces circonstances de tristesse, au nom de l'association des étudiants et stagiaires djiboutiens au Maroc, nous exprimons nos plus sincères condoléances et notre solidarité envers le peuple marocain en général et en particulier envers les familles et amis et parents des victimes. Nous souhaitons un bon rétablissement aux blessés. Par ce message, nous tenons également à rassurer nos chers parents et familles des étudiants, élèves et stagiaires djiboutiens au Maroc que depuis le début de la séisme jusqu'à présent, aucune mort et aucun étudiant n'a été blessé. Nous remercions notre ambassade de la République de Djibouti et plus particulièrement notre ambassadeur, son Excellence M. Mohamed El-Hirsi, qui était en contact permanent avec nous et l'ensemble des ressortissants djiboutiens. N'hésitez pas à contacter l'ambassade en cas de besoin ou d'urgence. Voilà donc pour ces déclarations des étudiants installés les étudiants djiboutiens qui sont au Maroc. Et dans le reste de l'actualité, la préfecture d'Ali Sébié, en étroite collaboration avec le conseil régional de la ville, a entrepris une campagne de plantation d'arbres et de nettoyage de grande envergure des ordures ménagères jonchant un peu partout dans la ville d'Ali Sébié dans la matinée d'hier. Notons aussi la présence sur place du ministre du Commerce ainsi que la participation active des députés, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Aes, sans oublier la venue à la ville d'Ali Sébié des nombreux cadres de l'administration et autres individus issus de cette partie du sud-est du pays. Les participants ont commencé le ramassage en toutes sortes de déchets. En ces moments-là, dans les 4 coins de la ville, s'activaient des soldats des forces armées djiboutiennes, des gendarmes, les responsables du ministère de l'Éducation nationale de la région, les enseignants des femmes,
des enseignants, donc des femmes et des jeunes des quartiers populaires pour nettoyer leur voisinage immédiat et lointain. À mi-parcours des actions de nettoyage, tous ont remarqué qu'il est possible de vaincre l'insalubrité de leur ville. À cet effet, il est temps, ont-ils déclaré, de travailler avec acharnement pour changer les mentalités des habitants et de créer un véritable service de voirie digne de la taille de la ville. Deli Sabié a fait remarquer un officiel. Par la même occasion, les officiels présents sur place ont procédé un par un et soigneusement à la mise sous terre des plantes de diverses natures dans des trous creusés et préparés. Écoutons le mot du préfet de la ville d'Ali Sabié pour plus de précisions. N'est que le premier pas, je vais dire, aujourd'hui. Et on a eu l'implication de différents responsables du secteur, des départements de l'État, également les forces de sécurité, ainsi que toute la population de la ville de Assedjog et Banidjog. Donc aujourd'hui, nous avons effectué dans plusieurs quartiers, dans des zones où il y avait beaucoup d'ordures. Nous avons commencé les actions, mais ça ne va pas s'arrêter ici. Comme le disait tout à l'heure le ministre, il y a une stratégie qui a été développée. Il existait déjà une association qui travaillait dans ces cadres-là. On va la renforcer en mettant en place des stratégies appropriées afin que les ordures ménagères, on ne retrouve plus à l'extérieur des foyers, Inch'Allah. Avec l'appui du gouvernement, nous allons également procéder aujourd'hui, selon la volonté du gouvernement, la plantation des arbres. Cela contribue également, comme le disaient tout à l'heure les présidents et les ministres, à l'embellissement de la ville d'Assedjog. Et ça, Inch'Allah, ce n'est qu'un début. Inch'Allah, nous allons retrousser nos manches et on va essayer d'avancer et que Dieu nous aide. Et nous restons toujours au sud du pays, à Dikil cette fois, où s'est déroulé là, dans la région de l'Unité, une cérémonie d'inauguration de l'école privée ce week-end islamique, une école privée islamique donc dans le quartier TP. L'âme visionnaire derrière cette école remarquable est Elmi Guesso Delané, un commerçant donc de Dikil, également reconnu à l'échelle internationale. Eh bien, Darul Ulum Guessod est une institution éducative dotée de 17 salles de classe entièrement équipées d'un bâtiment administratif de 6 pièces et de blocs sanitaires distincts pour les maternelles, les garçons et les filles. Cette école accueillera les élèves de la maternelle, de l'école primaire, du collège et offrira également l'apprentissage récitatif du Saint-Coran, un pilier fondamental de la culture islamique. Le processus de sélection des enseignants a été mené avec un exemplaire de rigueur. Parmi les 47 candidats compétents ayant répondu à l'appel à candidature, les 8 meilleurs ont été choisis pour rejoindre le corps enseignant avec la possibilité d'ajouter d'autres enseignants au fur et à mesure que les besoins éducatifs de l'école grandissent. En plus des locaux scolaires, Elmi Guessod a fait ériger la plus grande et la plus belle mosquée de la région, formant ainsi un 4e bloc aux côtés des installations éducatives. Cette mosquée sera un lieu de prière et de rassemblement pour la communauté du quartier TP et des quartiers avoisinants. L'inauguration a réuni un parterre de personnalités éminentes, dont le préfet de Dikil, Hassan Abdirable, le président du conseil régional par intérim, Ibrahim Gouro Abdallah, ainsi que les chefs de l'armée, de la police, le sous-directeur de l'agence de l'EDD à Dikil, le médecin-chef, les ulémas, les personnels de l'école, les représentants des structures associatives et bien sûr Elmi Guessod en personne. Dans leur discours, les participants ont souligné l'importance cruciale dans cette école pour la région, exprimant leur gratitude
à ce dernier pour son engagement envers l'éducation et la communauté. Alice Billet, cette fois où depuis plusieurs mois la brigade de la gendarmerie de la ville a été confrontée à une série de plaintes pour des vols par effraction perpétrés dans une dizaine de points de vente de la ville. Les enquêteurs ont rapidement remarqué que les modes opératoires de ces cambriolages étaient étonnamment similaires. Cependant, aujourd'hui, la justice commence à répondre à ces actes délictueux. Après avoir pénétré dans les commerces en découpant les toits en tôle, les auteurs de ces méfaits dérobaient des sommes d'argent des caisses, des cartes crédit téléphoniques, ainsi que différents appareils électroniques. Face à cette série de délits récurrents, les gendarmes ont entrepris des recherches intensives qui ont finalement porté leurs fruits. 4 délinquants ont été appréhendés dans le cadre de cette enquête et lors de leur interrogatoire, ils ont reconnu leur culpabilité. La perquisition de leurs domiciles respectifs a permis de saisir une somme en numéraire de 400 000 francs et de 200 cartes de crédit d'une valeur de 500 francs, un ordinateur portable, 28 cartes de crédit d'une valeur de 2 000 francs ainsi que 3 cartes de 5 000 francs. En plus de ces découvertes, des effets vestimentaires neufs et des panneaux solaires ont également été saisis. En raison de la gravité des faits, ces 4 délinquants comparaîtront aujourd'hui, donc ce 11 septembre 2023, devant la justice pour répondre de leurs actes. Dans l'actualité internationale, un homme et une femme parmi les 2753 victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont été identifiés grâce à leur ADN. Leurs proches ont tenu à ce que leur anonymat soit conservé. Exactement 22 ans après les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, les restes des 2 victimes tuées dans les tours du World Trade Center à New York ont pu être identifiés grâce à l'ADN, comme l'ont annoncé les autorités. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 22 h pour un nouveau journal. Je vous dis bel après-midi, à ce soir.